Et voilà, donc c'est parti. Heu, donc Boris, je te laisse couper ton micro, si tu veux bien. Et donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir aux personnes présentes, bonsoir aux personnes qui regardent en replay ce webinaire. Bienvenue dans le webinaire et bienvenue dans le sujet. C'est pas un sujet, si classique, c'est pas quelque chose dont on parle très souvent et c'est pas forcément facile de parler de ça aussi socialement, ça dépend, avec qui on est. Et donc, voilà, moi j'ai traversé pas mal de choses pour en venir à présenter ça ce soir. Je suis passionné de ce sujet-là depuis longtemps. J'ai fait beaucoup de recherches assez approfondies et je suis vraiment content de vous présenter ça ce soir, sachant que c'est quelque chose qui se peaufine, au fil de la recherche et de la vie. Mais quelques principes de base qui sont stables pour moi depuis maintenant plusieurs années et c'est ça que j'ai envie de vous présenter ce soir. Donc, c'est parti pour la présentation. Donc ça va durer environ 2 heures. Et les personnes qui regardent le replay savent déjà combien de temps ça va durer. Ah, nouvelle personne. Non. Et donc, c'est parti. Donc en principe, vous voyez l'écran avec la présentation. Donc ce webinaire s'appelle «S'ouvrir au jeu spirituel» et jeu spirituel, c'est l'expression que je vais utiliser maintenant pour parler de cette dynamique entre personnage, acteur et metteur en scène. Je vais expliquer mieux pourquoi j'ai utilisé ces mots-là. Et notamment, donc, du coup, il y a le concept de jeu. Et dans le jeu, il y a l'idée de mouvement comme un mouvement mécanique, de plusieurs choses qui jouent entre elles. Et il y a aussi l'idée de jeu comme un jeu de rôle ou un jeu théâtral. Et comme j'utilise la métaphore théâtrale, et ben, ce mot-là est propice ici. Euh, donc, je vais en parler un peu plus tout à l'heure. C'est le ternaire personnage, acteur, metteur en scène qui reprend le ternaire corps, âme, esprit, où il y a peut-être d'autres appellations dans d'autres cultures. Donc c'est quelque chose que l'humanité explore depuis un certain temps de différentes manières. Et je mets ça au service de l'enchantement, c'est-à-dire j'ai toujours envie, moi, quand on découvre quelque chose et quand on se plonge mentalement dans des concepts, euh, ma passion à moi, c'est de faire en sorte que les concepts viennent changer le quotidien. Parce que quand on comprend les choses, on ne vit plus de la même manière. Donc c'est ça le but ce soir, c'est de mieux comprendre quelques fonctionnements de base de nous-mêmes et de la vie pour pouvoir enchanter le quotidien, vivre plus heureux, quoi. Voilà. Alors, donc, petite diapo d'entrée avec quelques questions qui sont le genre de questions auxquelles on va répondre pendant la soirée. Alors, je vous ai mis d'abord 3 questions plutôt intellectuelles. C'est quoi la spiritualité? Donc, c'est une manière de définir ce que c'est. Bien sûr, il y en aurait d'autres, hein, mais c'est un langage pour définir ce que c'est. Et c'est mon point de vue, bien sûr. À quoi ça sert de s'y intéresser? Ça répond peut-être à il y a pas mal de gens qui se disent: «Bon, c'est déconnecté du quotidien» ou bien «C'est de la prise de tête pour rien» ou ce genre de choses. Donc cette question-là, voilà, on va aborder ça, on va voir comment, en fait, ça a beaucoup d'impact de s'intéresser à la spiritualité. C'est pas juste, pour s'amuser mentalement, même si ça peut être amusant aussi, mais ça change toute la vie, c'est vraiment, à ce niveau-là. Quels sont les principes de base, donc comment ça fonctionne? Et après, je vous ai mis 3 questions un peu plus émotionnelles, qui peuvent être un peu plus brûlantes quand on est en quête. Donc pour un bon nombre d'entre nous, quand on fait des recherches dans la spiritualité, c'est aussi parce que dans le fond, on souffre et qu'on cherche des réponses. On cherche à comprendre en fait, pourquoi on souffre et comment on pourrait arrêter.
avec une conviction à l'intérieur qui nous dit: «Il devrait y avoir moyen de vivre autrement». Donc pourquoi notre vie est-elle si compliquée? Alors peut-être que vous vous dites: «Bon, elle est pas si compliquée ma vie». Dites-vous que tout est relatif. Moi, de ce que j'observe des humains aujourd'hui, y compris moi-même, je trouve la vie très compliquée par rapport à ce que j'entrevois qui serait possible. Et c'est pas juste des belles promesses en l'air, c'est des belles promesses, en terre. Voilà, et je touche moi-même, de plus en plus des états stables, et harmonieux et durables. Peut-on vivre une vie facile? Donc ma réponse est oui, mais voilà, reste à peut-être s'en convaincre, et si oui, comment? Et là, voilà, c'est là qu'il y a de quoi développer là-dessus. J'ai mis un petit cœur parce que, ces questions me tiennent à cœur, mentalement et émotionnellement aussi. Voilà, rentrons donc dans le vif du sujet. Alors, je fais un petit retour en arrière, hop, ici, voilà. Ah bah, salut Gabriel, je crois que c'est toi. Voilà, bienvenue à toi, et donc on continue. Alors, ça, c'est la petite diapo que je mets souvent au début, heu, parce qu'il y a de plus en plus d'enseignants spirituels, on va dire, et c'est à peu près ça que je fais là, et c'est pour, heu, c'est une sorte de disclaimer ou de prévention contre, la soumission intellectuelle qui peut devenir malsaine. Donc l'idée, c'est que vous restez toujours souverain. Vous n'êtes pas obligé de croire cette présentation, vous pouvez croire un bout et pas un autre, vous êtes libre. Donc, moi, je vais vous parler avec conviction parce que ce que je vous dis là, de mon point de vue, c'est c'est très vrai, c'est vrai tout court en fait, et même si ça peut sembler, heu, avancé ou perché peut-être pour certains, pour moi, c'est très concret, donc je vais en parler avec conviction, mais ça n'empêche pas que vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, compassion, vous n'êtes pas coupable de la manière dont vous vivez votre vie. Donc si, à partir de cette présentation, il y a un reflet de comment vous vivez votre vie qui vous donne une image de vous-même qui n'est pas très belle, alors ça, c'est une petite phrase qui peut vous aider à vous rappeler qu'on fait ce qu'on peut et on n'est pas coupable des choix qu'on fait. Chacun fait les choix qui lui semblent les meilleurs par rapport à sa situation. Et enfin, discernement, vous pourrez toujours choisir ce que vous faites de ce que vous trouvez. OK? Donc après, à vous de sentir, à quoi ça vous appelle. Laisser de côté, pour un temps, complètement ou pas. Rentrer dedans, aller voir plus loin, aller voir d'autres sources. Voilà, voilà pour finir cette introduction. Alors, la spiritualité, j'ai mis en sous-titre: «Conscience du théâtre de l'expérience». Donc ça pourrait être une manière de la définir. En fait, pour moi, l'idée, la spiritualité, c'est l'éveil de la conscience au jeu de l'expérience, qu'on peut appeler aussi un théâtre, puisque c'est un espace dans lequel il se déroule des choses, des expériences. La spiritualité vient s'intéresser à ce qu'il y a en arrière-plan ou en amont de ce qui se déroule ici, dans le concret, on va dire. Et ça comporte plusieurs choses, et ça peut être assez, renversant ou difficile à croire, mais voilà, il y a une base qui dit: «Je ne suis pas vraiment une personne». Hem, alors bien sûr, on vit l'expérience d'être des personnes, mais c'est pas vraiment vrai. Qu'est-ce qu'on est derrière? On est une conscience qui fait l'expérience d'être une personne dans un monde, et ça change tout. Parce que si vous êtes la personne, à partir de laquelle vous parlez, et ben, vous n'allez pas pouvoir changer puisque vous êtes identifié à cette forme-là, et donc changer, ça voudrait dire mourir. Alors que si vous êtes la conscience qui anime cette personne-là, et ben, vous pouvez, comme sur vos vêtements, en fait, vous pouvez faire des ajustements. Ça donne une profondeur à la vie qui change vraiment tout. Donc ça, c'est vraiment la base, et l'expérience qu'on fait dans le monde en tant que conscience qui vit l'expérience d'être une personne dans un monde,
Ça se joue, ça suppose une dynamique en 3 composants. Alors, il y aura peut-être d'autres manières de le dire, mais c'est, pour moi, d'abord et avant tout 3 composants et c'est comme ça que je le présente, heu et c'est comme ça qu'on va en parler ce soir. Alors, quels sont ces 3 composants? Là, je vous ai mis quelque chose de schématique, et après on va rentrer dans le détail de chacun des 3 et on va voir comment ils jouent entre eux et puis comment on peut, fluidifier tout ça. D'abord de manière schématique, donc le vocabulaire que j'utilise, c'est celui d'acteur, metteur en scène et personnage. Donc avec l'idée que nous avons l'impression d'être des personnages, d'être des personnes, mais en fait nous sommes l'acteur qui joue un personnage. Donc cette métaphore théâtrale, elle fonctionne très bien. Dites-vous qu'on est dans une impro théâtrale permanente. Et en fait, si vous êtes dans une impro permanente, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, ce que vous voyez devant vous, c'est un personnage. Vous avez affaire à l'acteur qui est là, mais l'acteur, il est là sous la forme d'un personnage. Et lui, il vous voit sous la forme d'un personnage aussi. Mais ce que vous êtes en réalité, ce que nous sommes, c'est un acteur derrière. Donc ici, l'acteur, je l'ai représenté par un espace blanc, et dont les bords sont flous puisqu'il y a pas de frontière, en fait. Puisque l'acteur, en théâtre, l'acteur, il peut choisir d'endosser n'importe quel rôle. Il peut choisir d'être un pirate, un viking, ce qu'il veut, en fait. Donc il est illimité, jusqu'à ce qu'il choisisse un certain personnage et qu'il vienne vivre cette expérience-là, où là, il va être limité dans certaines règles du jeu. Avant ça, il est, en tant qu'acteur, il peut choisir de vivre n'importe quoi. Donc c'est un espace blanc et le metteur en scène, c'est la part de nous qui va venir dessiner dans cet espace des lignes, des formes et notamment un personnage et un contexte. Donc c'est comme si le metteur en scène vient dessiner sur la page blanche qui est l'acteur pour en faire un personnage qui est une silhouette, OK? Et j'ai fait une petite maquette de ça, alors je vais, heu, je vais vous le montrer en grand. Voilà. Ça, c'est un petit truc pédagogique que je me suis dit: «Ça peut vraiment aider à comprendre le truc». Ça, c'est la page blanche qui est derrière et ça, c'est ce qu'on est en réalité. Et bon, sachant que c'est une page blanche qui est infinie, hein, il y a pas de bord. Mais tant que la page, elle est blanche, eh bien, il y a pas d'expérience. Vous voyez, il y a pas de ressenti, il y a pas de connaissance de soi puisqu'il y a rien à connaître. Il y a que du blanc. Ce blanc, il contient tout en potentiel. Le blanc, c'est la couleur qui contient toutes les couleurs et du coup, il y a pas d'expérience. Or, ce blanc-là, nous, ce qu'on est vraiment, ça désire se connaître en expérience et du coup, ça va venir dessiner des formes et c'est comme s'il y avait une deuxième feuille, qui est une feuille d'illusion, une feuille de dessin. Donc ça, c'est le metteur en scène qui va venir faire ça, qui va se calquer devant la page blanche, de sorte que, au lieu de se dire: «Je suis le blanc infini», on va se dire: «Je suis un personnage blanc». Et ce personnage-là, donc c'est la conscience c'est le blanc, elle est limitée par les contours du personnage, de sorte qu'on a l'impression d'être quelque chose et non pas tout. Et ici, il y a quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Et donc il y a moi et il y a toi. Et du coup, on peut avoir une relation entre nous et donc je peux me connaître moi-même. C'est le but, c'est de pouvoir faire l'expérience de soi, de pouvoir se connaître soi-même. Donc en s'inventant des contours et des frontières, on rend possible une expérience interactive. Voilà. Donc ça, c'est l'acteur. Le metteur en scène, c'est celui qui vient découper ou dessiner ces formes et le personnage, c'est ce qui résulte de ça. Et nous, humains, en particulier aujourd'hui, on en est à l'étape de se réveiller de l'état de personnage, on en est à se souvenir qu'on n'est pas juste un personnage limité, mais en fait, on est la page blanche, quoi. Et ça change tout puisque si on se souvient qu'on est illimité, eh bien, on se rend capable de tout.
Et donc ça résout pas mal de problèmes. Voilà pour la petite maquette. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de ça. Alors, je relance. Donc voilà pour le jeu en 3 aspects. Maintenant, on va les détailler un peu plus et on va rentrer un peu dans cet univers-là, pour voir comment ça se joue, comment nous on a tendance à le jouer. Mmh, alors, à savoir que ce que je vous présente là, comme je disais, de mon point de vue, ce sont des principes métaphysiques. C'est-à-dire c'est des lois universelles. Ça, c'est important parce que du coup, c'est pas une philosophie, c'est pas une idée dont je vous parle parce que si vous l'appliquez dans votre vie et ben, vous allez vous sentir mieux, mais comme il peut y en avoir plein d'autres. Je vous explique comment on fonctionne, en fait, et je suis pas le seul à faire ça. Donc bien sûr, vous êtes pas obligé de me croire, mais de mon point de vue, il y a une différence entre des principes ou des lois métaphysiques et puis des philosophies qui sont comment est-ce qu'on peut regarder les choses. Et d'ailleurs, je vais aussi proposer des philosophies ensuite, mais qui sont comment on peut jouer avec ça, en fait. Et ça, c'est la structure de base qui fait qu'on peut avoir une expérience tout court, en fait. C'est vraiment la base de la base. Voilà, c'est parti. Alors, l'acteur, c'est une énergie créatrice. Donc comme je vous le disais, c'est la page blanche, c'est un espace infini, on pourrait appeler une énergie créatrice ou une conscience. Je ne vais pas plus dans le détail de pourquoi tout ça c'est la même chose, mais c'est la même chose. Le désir de cet acteur, c'est de faire l'expérience de ce qu'il est. Je désire, mon désir profond, en tant qu'acteur, c'est de faire l'expérience de ce que je suis. Et à chaque instant, je porte, donc il y a le désir général de faire l'expérience de tout ce que je suis, et il y a le désir local à chaque instant de faire l'expérience de un aspect de moi en particulier. Et peut-être que sur 20 ans de notre vie, on va vouloir faire l'expérience d'un aspect de nous et sur 20 autres années, un autre aspect. Ou peut-être pendant toute notre vie, un certain aspect, et puis une autre vie, un autre aspect. Mais le but, c'est globalement de faire l'expérience de ce qu'on est. Pour pouvoir vivre cette expérience, il faut créer, générer un espace théâtral. Comme je vous le disais, il n'y a pas d'expérience sans qu'il y ait une diversité, sans qu'il y ait des interactions. Je te vois, tu me vois, et du coup, on a une interaction et donc on a une expérience de l'autre et de soi-même. Tant qu'il n'y a pas un autre, il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a pas de relation, on ne peut pas faire l'expérience de soi. Mais comme l'acteur, c'est infini, il n'y a pas vraiment d'autre. Donc, je crée un espace en moi-même, un espace théâtral à l'intérieur de moi-même, où une diversité va pouvoir se créer. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de diversité, enfin, dans l'acteur proprement dit. Donc, je crée cet espace en moi-même dans ma propre conscience. Donc, il y a 2 choses importantes à retenir par rapport à l'acteur. C'est comme s'il avait 2 fonctions. L'acteur, il englobe tout ce qui est, puisque c'est l'ensemble de toutes les expériences possibles. Vous pouvez considérer que vous avez chacun votre acteur, votre personnage et votre metteur en scène. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais je l'ai écrit ici. Pour chaque individu, chaque chose, chaque collectif. OK? Chaque entité a ce contient ce ternaire-là, parce que sinon il n'y a pas d'expérience. Cette entité-là, elle ne peut pas exister et vivre son expérience. Donc, l'acteur, c'est celui qui contient toutes les choses et les expériences possibles. Si vous voulez vous convaincre de ça, parce que pour l'instant, on a l'impression qu'il y a nous et il y a le reste du monde, mais ça, c'est une illusion en fait, parce que tout ce que vous savez du monde, vous le savez parce que c'est construit dans votre conscience. Si c'était pas dans votre conscience, vous n'en sauriez rien. OK? C'est vraiment aussi simple que ça. Donc pour que vous puissiez avoir conscience de quoi que ce soit, il faut que ce soit dans l'espace de votre conscience. Donc tout ce qui se déroule, tout ce que vous appelez la réalité, tout ce qui se déroule dans votre vie, depuis toujours et dans toutes vos vies, c'est contenu dans votre conscience.
et donc c'est contenu dans l'acteur. Donc l'acteur, il contient, il englobe, c'est une de ses fonctions. Et l'autre fonction de l'acteur, c'est le désir ou l'intention. C'est lui qui porte le but. Donc à chaque fois qu'il y a des expériences, les expériences, elles sont vécues dans un certain but. Et qui est-ce qui a décidé ce but? Eh ben, c'est l'acteur. C'est l'alpha et l'oméga en fait, l'origine et la finalité. Tout part de là et tout y revient. C'est ce qu'on appelle l'âme. Mais voilà, parfois on confond âme, esprit, et justement là on va distinguer les deux. Donc l'acteur, c'est ça. Là j'ai représenté, il y a un tas de scènes qui se déroulent à l'intérieur, mais pour l'instant l'acteur se contente d'être un espace et de porter un désir. Ok. Ensuite, le metteur en scène, c'est l'esprit créatif. Donc c'est un deuxième aspect du même être, hein, tout ça c'est nous, un deuxième aspect. On peut considérer que chacun a son acteur personnel, son metteur en scène personnel, son personnage personnel. Même si c'est un peu plus complexe que ça, c'est vrai aussi. Donc on va considérer ça ce soir. Donc le metteur en scène, c'est un autre aspect de nous qui est en fait l'esprit et qu'on peut considérer comme un maître du jeu. Moi je l'appelle metteur en scène parce que c'est celui qui dessine les formes, qui dessine les histoires. Donc c'est celui qui invente des histoires, qui crée des univers, qui conçoit des scénarios. C'est pour ça que là je l'ai choisi avec des bulles. C'est des bulles de réalité, c'est des scènes de vie. C'est lui en fait qui dessine là ce qui est à l'intérieur de l'espace de l'acteur. Donc lui, il dessine à l'intérieur de l'espace de conscience de l'acteur. Et qu'est-ce qu'il dessine? Donc il dessine des scènes. Et pourquoi? Pour répondre à l'intention de l'acteur, au désir de l'acteur. C'est comme si lui recevait le cahier des charges, il dit OK, c'est ça l'intention qu'on vise, et ben moi, je vais construire un roman. Alors, je finis ma phrase, je vais construire un roman qui va nous permettre, ensemble, acteurs, personnages, metteurs en scène, de vivre cette histoire-là. Et de vivre notre intention de se connaître nous-mêmes. Alors, tout n'est pas écrit à l'avance, parce que c'est une improvisation. Donc ça, c'est important aussi, c'est que le metteur en scène, il trace des grandes lignes. C'est comme si dans votre vie, vous avez une vallée, vous ne pourrez pas changer de vallée, vous avez des thématiques générales. Maintenant, le but, c'est que en tant que personnage, et on va voir ça tout à l'heure, vous puissiez choisir, parce que le but, c'est de vivre l'expérience de se recréer soi-même, se retrouver. Et ça se fait dans l'improvisation. Donc il faut qu'il y ait du choix possible laissé sur le terrain à partir de l'histoire. Donc le metteur en scène, en fait, c'est comme si, quand vous jouez à un jeu de rôle, le metteur en scène, il invente les personnages, le contexte, des scénarios, et il fait en sorte qu'il y ait toujours plusieurs options possibles, et il prévoit tout ce qui peut se passer en fonction de ce qui est choisi. Donc si vous choisissez d'aller à gauche plutôt qu'à droite, eh ben, il y a un certain scénario pour la gauche. Si vous choisissez d'aller à droite plutôt qu'à gauche, il y a un autre scénario. Et à chaque instant, on a plusieurs options, et le metteur en scène, il a prévu tous les choix possibles. C'est faramineux. Donc, la première fonction du metteur en scène, donc, c'est de designer l'histoire. Et la deuxième, c'est la guidance. Parce que donc, comme on rentre dans l'improvisation, dans le but d'aller accomplir le but, accomplir l'intention à partir de l'histoire, dans l'expérience, plonger dans l'expérience, et ben, il y a un risque de se perdre dedans. Parce que si jamais on voit pas clair, parce que clairement, en tant que personnage, on a une petite vue, on voit clairement pas clair, on a besoin d'être guidé. Donc, le metteur en scène, il trace les lignes, il trouve des scénarios, des suites possibles pour chaque choix, à chaque endroit, et en même temps, il place des signes, il place des poteaux indicateurs qui disent ici va à gauche, ici va à droite, ici fait demi-tour, c'est pas bon. Parce que sinon, on pourrait tourner en rond à l'infini. Or, il est possible de tourner en rond, et on s'en rend bien compte dans notre vie, on tourne en rond pas mal sur pas mal de sujets pendant pas mal de temps, mais on ne peut pas le faire pour l'éternité. On ne peut pas tourner en rond pour l'éternité. Pourquoi?
parce que c'est contraire au désir de l'acteur. L'acteur, il a le désir de vivre une histoire de création de lui-même jusqu'à un certain accomplissement. Or, c'est lui qui décide globalement de où est-ce que va le roman. Et donc le roman, il va là où il a décidé. Donc on ne peut pas se perdre pour l'éternité, mais on peut ajouter du temps, en fait, et tourner en boucle un certain temps. Et à un moment donné, on en a marre, et on se dit, bon, j'ai toujours pris à gauche, et ça m'a toujours ramené au même endroit, maintenant je vais prendre à droite, et on va bien essayer. Parce que les signes que pose le metteur en scène, eh ben, on ne les voit pas forcément. On en reparlera tout à l'heure. Donc ça, c'est le deuxième aspect, euh, qui est plus masculin. Hein, l'acteur, c'est comme le féminin qui embrasse, qui englobe, qui porte le désir profond et qui a une approche inconditionnelle par rapport à toutes les expériences, puisque lui, il est prêt à tout vivre, tant que globalement, ça arrive là où il a décidé. Le metteur en scène, c'est plutôt un aspect masculin, paternel, mais positif, qui va inventer les choses et guider. Et donc, le troisième aspect, eh ben, c'est celui qui est donc designé par le metteur en scène, comme tout le reste, et qui est le point de vue à partir duquel on va vivre les choses. Imaginez qu'en tant que conscience, paf, vous êtes projeté dans une histoire et là vous débarquez devant un miroir. Et surprise, c'est à ça que vous ressemblez. Ah, alors, je vous invite, après cette présentation, à aller rencontrer un miroir et, euh, et juste regarder votre visage et votre corps avec cette idée en tête que c'est votre avatar dans l'histoire. C'est ce qui est écrit là. C'est votre avatar dans l'histoire. On a toujours dit c'est moi, mais en fait c'est juste la forme à partir de laquelle je vis les choses. Donc lui, il a deux fonctions aussi, ils ont tous deux fonctions, hein, telles que je le vois pour l'instant. Le personnage, il a pour rôle de percevoir l'expérience, parce que le but en s'incarnant dans un personnage, c'est de pouvoir vivre des expériences. Donc le but du personnage, c'est la perception. Et le deuxième but, c'est l'action. Parce que c'est à partir du personnage qu'on peut créer concrètement, physiquement, dans la matière. Donc le personnage, lui, c'est vraiment important qu'il se concentre sur la perception de ce qui se passe maintenant et sur l'action à partir de là. Par contre, c'est pas son rôle d'imaginer ou de décider euh, par où il vaudrait mieux qu'il passe. Et je sais que pour l'instant, on vit notre vie, ça fait partie des problèmes, on vit notre vie en cherchant à imaginer par où il faudrait passer et qu'est-ce qu'on est censé atteindre et tout ça. Alors que c'est pas du tout le rôle du personnage, il n'est pas designé pour ça, il n'a pas la fonction pour ça, donc ça donne pas des très bons résultats, c'est même assez désastreux. On en reparlera un peu plus tard. Ce personnage, il est l'image que je me fais de moi-même à chaque instant. Ce personnage, c'est la part de nous qui change. Ok, acteur, metteur en scène, c'est au-delà de l'histoire, donc c'est éternel. Le personnage, lui, il est actualisé à chaque instant. À chaque instant, vos cellules, elles changent un peu, votre état d'esprit change un peu, peut-être pas beaucoup, mais il pourrait changer plus vite si on le décidait et si on avait conscience de ce phénomène-là. C'est nous qui générons notre personnage à chaque instant, en fait, pour pouvoir vivre le rêve physique, cette réalité d'expérience physique, qui est en fait c'est un, c'est une bulle d'expérience dans notre conscience. Ça peut être difficile à croire, ça, mais je vous invite à l'envisager au moins. Ce monde est un rêve. Et cette personne qu'on croit être, c'est notre avatar dans ce rêve. Cet avatar, cette image de soi, on la façonne au fil du chemin pour qu'elle représente de mieux en mieux ce qu'on est. Puisque le but, c'est de se recréer soi-même, et donc il nous faut une sorte de support. Si je veux me connaître moi-même, euh, donc par exemple, je veux vivre l'expérience de me connaître en tant que la patience ou la liberté, eh ben, je veux me créer moi-même en tant que patience ou en tant que liberté dans des contextes qui me donnent l'occasion de le faire.
En général, on vit le processus de se créer en tant que ce qu'on n'est pas d'abord, donc en tant qu'impatience ou manque de liberté, pour pouvoir à partir de là, en contraste avec ça, créer ce qu'on voulait créer. Donc on commence par créer ce qu'on veut pas créer. Comme quand vous écrivez un roman, au début du roman, le personnage, il est pas accompli. Il a pas les qualités qu'il aura à la fin. Puisque le but de l'histoire, c'est de vivre un processus d'émergence du personnage accompli. Donc on commence par être pas vraiment à l'image de ce qu'on est. Notre personnage, il représente pas vraiment notre intention de fond. Et au fur et à mesure, on va façonner ce personnage de sorte qu'on va se sentir être de plus en plus ce qu'on a envie d'être. Et ça, c'est le but général. Le but, avec le temps qui passe, c'est de se recréer encore et encore, de plus en plus proche de ce qu'on a vraiment envie d'être. Alors, petite pause à partir de là pour retrouver vos trombines. Jusqu'ici, donc, c'est la présentation de comment ça fonctionne ce trio-là. J'espère que c'est assez clair. On y viendra après s'il y a des questions. Peut-être que je prends un tour de questions d'abord maintenant. 20h38, en fait, ça va, on va avoir le temps. Je vais parler après de comment les humains ont tendance à vivre cette expérience-là. Donc, je vais pas répondre tout de suite à ces questions-là, mais d'abord sur les principes généraux. Aline, est-ce que tu as une question? Moi, je crois que ce qui m'aiderait, c'est si tu pouvais donner un exemple concret. OK. Ouais. Donc, j'ai pris l'exemple là juste avant de liberté. Donc, en tant qu'acteur, je suis. Donc, qu'est-ce que je suis en tant qu'acteur? Je suis l'infini, l'illimité, je suis la puissance puisque je peux créer tout ce que je veux, je suis la liberté aussi pour la même raison, je suis l'accomplissement puisque je crée des histoires d'accomplissement, je suis l'amour puisque j'englobe tout et que j'accepte tout, je suis, voilà, un certain nombre de qualités comme ça. Mettons que dans l'exemple, j'ai envie de me connaître en tant que la liberté, j'ai envie particulièrement de me connaître en tant que ça. Ce désir-là, cette intention, donc dans ma conscience, en tant qu'acteur, va être transmise au metteur en scène. C'est une image, hein, parce que tout ça, c'est le même être. Le metteur en scène va se saisir de ça et va dire, OK, je vais te concevoir des histoires qui vont te permettre de te vivre en tant que liberté. Alors, dans ton micro, je m'entends en écho, donc Ouais, excuse-moi, je viens de rallumer parce que du coup, c'est l'acteur qui choisit ou c'est le personnage qui choisit de vivre, par exemple, la liberté? c'est l'acteur. C'est l'acteur, ok. Voilà. Il y a quelque chose d'important là, c'est que le personnage proprement dit, il choisit rien parce que c'est une fiction, c'est un avatar. Mais par abus de langage, quand on dit le personnage, ça signifie la part de l'acteur qui s'est plongé dans l'expérience d'être un personnage. Et du coup, ce personnage devient vivant. Mais il reste toujours une part de l'acteur qui est derrière, qui est en amont et qui observe tout ce qui se passe et qui prend. Dans votre conscience, il y a quelque chose en vous qui prend conscience de tout ce que vous vivez avec le même état de neutralité, d'accueil inconditionnel. Depuis toujours, il y a quelque chose en vous qui prend conscience de tout ce que vous vivez. Ça, c'est l'acteur. Et ça ne change pas. Et ça ne rejette rien. Voilà. Donc cet acteur porte un désir, une intention primordiale. Le metteur en scène reçoit ce désir-là, cette intention, et lui, son rôle, c'est de construire des scénarios de sorte que l'acteur, en tant que personnage, puisse vivre l'expérience d'être ça, d'être et de se créer en tant que liberté, donc, par rapport à mon exemple. Donc, le metteur en scène, si vous voulez vous vivre en tant que liberté, il va falloir que vous rencontriez des contextes dans lesquels il y a un manque de liberté. Ça, c'est important aussi, puisque l'expérience, elle se fait par contraste. Donc, vous allez vivre
Vous allez être mis en prison, par exemple, hein, je prends un exemple, un peu tranchant. Vous êtes mis en prison et à l'intérieur de la prison, vous allez peut-être avoir un saut de conscience, un changement intérieur, de sorte que, vous vous sentez libre et vous allez agir en personne libre, même si vous êtes en prison. Et c'est dans ce contraste-là que l'acteur, en tant que personnage, va pouvoir sentir la liberté. Qu'est-ce que ça signifie? Ou alors, elle va pas vivre ça en prison, elle va attendre d'être libérée de prison, et là, elle va se dire: «Ah, qu'est-ce que c'est bon la liberté!» Et du coup, elle va pouvoir goûter à cette liberté. Et pour ça, il aura fallu vivre un enfermement. Donc le metteur en scène, il design le scénario d'enfermement et il fait en sorte de guider le personnage, donc l'acteur personnage, de le guider pour qu'il passe de l'enfermement à la liberté. Et le personnage, bah, c'est l'avatar qui chemine. C'est le point de focus à partir duquel l'acteur chemine et improvise et crée sa propre histoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Alors, je lance la suite. Donc ça, il y a pas mal d'implications dans ce que je viens de dire, hein. Si on regarde notre vie sous cet angle-là, c'est assez intéressant. Et c'est ça qu'on va faire un peu maintenant. Donc à partir d'ici, je vais rentrer un peu plus dans une observation, hem, qui est un peu plus celle d'Étienne Gigant. On va dire jusqu'ici, donc d'après moi toujours, mais je vous ai transmis des concepts, des lois métaphysiques, même si je les ai transmises dans mon langage et que vous allez pouvoir les trouver dans d'autres langages. Je les trouve dans un tas de langages différents, moi, dans des livres ou des sources sur Internet ou autres. Souvent dans des langages différents, parfois non, mais en tout cas, dans le fond, c'est ça que ça dit. Je trouve que c'est toujours cohérent à cette idée-là de ternaire. Maintenant, le cas de l'humanité. Alors, voilà comment je vois les choses, et vous pourrez voir si vous constatez avec moi ou pas. L'idée, c'est de prendre un peu de hauteur sur les expériences que vivent les humains depuis toujours, parce que c'est quand même un peu particulier. Si ce ternaire-là, il fonctionnait parfaitement à merveille, on vivrait pas du tout la vie qu'on vit actuellement. Notre vie, elle est pleine de souffrances, elle est pleine de densité, on est souvent perdu, on souffre, on ne sait pas pourquoi on souffre, on se débat. Alors OK, il y a pas que ça, hein, il y a toujours des lumières qui viennent et il y a toujours des choses. Mais globalement, on n'est pas encore arrivé à l'état d'accomplissement, qui est l'intention de l'acteur en nous. On n'a pas accompli le désir de nos acteurs, OK? Et pourquoi ça prend tant de temps? Parce que ça pourrait en prendre moins, ça pourrait être beaucoup plus joyeux et fluide. C'est que l'expérience humaine, c'est une expérience qui est plongée dans un degré d'oubli qui est important, qui est fort. Je vais prendre une petite image pour ça. Quand vous allez au théâtre, mettons, ou au cinéma, c'est pareil. Si vous n'oubliez pas un minimum que vous êtes au cinéma, vous allez pas pouvoir frissonner devant le film. Si vous passez votre temps à vous rappeler qu'il y a des caméras qui ont filmé ça, que les acteurs, ils sont payés pour dire leur rôle qu'ils ont appris par cœur, vous allez pas être saisi par l'histoire. Si vous voulez être saisi par l'histoire, il faut oublier un minimum que c'est une histoire. Donc un certain degré d'oubli est nécessaire. Sinon, vous vous souvenez de tout ce que vous êtes et il y a pas une expérience particulière, il y a tout en même temps, on reste à l'état d'acteur. Et en même temps, peut-être toujours quand vous allez au cinéma ou au théâtre, si vous oubliez complètement qu'il s'agit d'une histoire fictive, eh ben, potentiellement, vous devenez fou. D'ailleurs, il y a pas mal de films qui sont interdits aux enfants parce que les enfants, en dessous d'un certain âge, en fonction des films, du degré de violence, par exemple,
on n'a pas forcément développé encore cette capacité mentale de se souvenir, en fait, de rester un minimum en dehors du film et de se souvenir que c'est qu'un film. Ce qui fait qu'on va pas être terrorisé, quoi. On va vivre le frisson et puis après on va rentrer chez nous et puis ça ira, quoi. Alors que si je suis trop dans l'oubli que c'est un film, donc si je suis trop jeune, par exemple, et ben, je vais le prendre pour la réalité, l'unique réalité et ça va me hanter, quoi. Donc ce qui compte, c'est d'avoir un degré d'oubli intermédiaire. L'humanité, dans le cursus de cet oubli-là, de ce que je constate et qu'on pourrait comparer à d'autres formes de vie, donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de quoi, mais il y a des témoignages d'autres formes de vie, je rentre pas plus là-dedans, mais si vous cherchez, vous pourrez en trouver quand même, qui témoignent d'autres manières de vivre dans lesquelles il y a moins de degrés d'oubli et les choses ne se vivent pas pareil. Ce haut degré d'oubli, ça fait en sorte que donc là, j'ai représenté le personnage en gros ici. Il est comme dans un escape game. C'est comme si il était enfermé dans une réalité, comme dans une pièce avec de la brume. Et je sais pas si vous avez déjà fait un escape game. Il y a des énigmes à résoudre, pour pouvoir, ouvrir des portes qui vous amènent finalement à sortir du bâtiment. Donc c'est un jeu d'échappatoire, on est là pour s'échapper. Alors, ici, il ne s'agit pas de s'échapper du jeu spirituel parce qu'on ne va jamais cesser d'y jouer parce que c'est ce qu'on veut faire et c'est comme ça que c'est construit. Par contre, on s'échappe de l'état d'oubli. En fait, on s'échappe de la prison du personnage qui se croit séparé et seul au monde et perdu à devoir tout résoudre lui-même. Et je vous ai représenté ici en petit, en haut l'acteur et à droite le metteur en scène, qui sont connectés ensemble toujours et qui ici sont déconnectés du personnage. Alors bien sûr, ils ne sont pas vraiment déconnectés du personnage, sinon il n'y a pas d'expérience, mais l'expérience qui est vécue depuis le point de vue du personnage, c'est une expérience où on n'a plus conscience. Pourquoi je vous fais cette présentation ce soir? C'est parce que globalement, on n'a vachement pas conscience de notre part spirituelle, de notre part supérieure, de la part de nous qui sait tout et qui voit tout et qui est voilà, qui a toutes les ressources. Et donc, on vit dans une sorte d'escape game qui est pas toujours drôle quand ça dure trop longtemps et qu'on tourne en rond dans les mêmes pièces. Et ce haut degré d'oubli notamment, il génère à la base de la peur et de la culpabilité. Et ça, c'est la base de la roue de la souffrance. Donc pour ceux qui m'ont suivi sur cette partie-là de mon travail, la roue de la souffrance, elle montre comment est-ce qu'on tourne en boucle dans la souffrance. C'est un cercle vicieux. Et c'est à base de culpabilité, de conflit, donc de peur. Et ça vient du fait qu'on a oublié, donc on s'est dissocié dans notre conscience du personnage, dans notre petit esprit du personnage, on a oublié l'existence de ce qui est au-dessus. Et ça, c'est une expérience assez particulière, qui fait que si on la regarde depuis cet aspect-là, si on se souvient que tous les humains de la Terre d'aujourd'hui, et tous les humains qui ont foulé cette Terre, sont en fait des acteurs illimités qui ont choisi, en tant que metteurs en scène, de venir vivre des scénarios qui se déroulent sur Terre dans les règles du jeu de la Terre, avec les variables d'ajustement de la Terre, un haut degré d'oubli. Ça suppose que d'avance, on se dise, moi je vais. C'est comme si on allait faire de la plongée sous-marine très profonde et qu'on disait, on va remonter de là. Même si on est perdu dans le fond de l'océan, on va montrer à l'univers et à la création tout entière comment on fait pour remonter à partir d'un degré d'oubli et d'obscurité aussi grand que ça. Et ça m'amène à penser que l'humanité est une masterclass. Moi, cette pensée-là, ça change pas mal une vision qu'on peut avoir des humains qui sont très infantiles et qui s'en sortent pas et qui c'est vrai qu'on a du mal à s'en sortir, mais pourquoi? Parce qu'on est plongé loin, en profondeur, dans le fond de l'océan obscur et que pour en arriver là et pour ressortir de ça,
et bah, ça demande des capacités de maîtrise, un haut degré de maîtrise. C'est comme si dans un roman, vous construisez un méchant qui est vraiment balèze, vraiment badass, et ben le héros, il sera d'autant plus balèze puisqu'il va finir par triompher du méchant. Là, le méchant, c'est juste l'oubli, quoi. Donc, l'humanité est une masterclass. Ça peut aider quand vous croisez quelqu'un qui est très violent, qui est très enfermé dans la souffrance et dans l'ombre et du coup qui est agressif. Vous vous souvenir que cette personne-là, euh, elle est dans la famille humaine qui est une masterclass. Mais elle n'est pas encore arrivée à l'étape de son histoire où elle triomphe et elle témoigne de la maîtrise. Voilà. Et nous-mêmes, si on se voit petit, minable, etc., rappelons-nous, on n'est pas petit, minable. C'est juste la forme que ça prend dans l'étape actuelle de l'histoire. Et l'humanité en est à l'étape de son histoire générale où il y a un gros élan, un gros processus d'éveil. Ça fait longtemps qu'on chemine vers ça, mais de plus en plus, on découvre ce genre de discours, ce genre de webinaire comme ce soir, qui vient nous rappeler ce qu'il y a au-delà du monde physique, en arrière-plan de l'histoire, qui vient nous rappeler notre grandeur et nos pouvoirs dans un sens juste positif, hein. Il n'y a pas de domination là-dedans, c'est juste le pouvoir de vivre la vie comme on a envie de la vivre. Voilà pour ça. Euh, alors, de nouveau, un petit point sur la physicalité ou la métaphysique de comment ça se déroule, un peu plus concrètement, et c'est pour faire le lien avec d'autres webinaires où j'ai montré ce schéma-là, qui est la structure du personnage. Donc, il y a 3 niveaux au personnage. Il y a en haut les croyances, des croyances découlent les émotions, et des émotions découlent les pensées. Et tout ça ensemble, ça forme l'expérience, et notamment les comportements. Et en fait, notre système de croyances, c'est ça qui définit le personnage. Quand notre metteur en scène, il veut définir le personnage, il écrit des lignes comme des lignes de code. Et c'est des idées, en fait. Notre personnage, il est défini par des idées. En fait, tout est défini par des idées, notamment le personnage. Et comme on est dans un haut degré d'oubli, comment ça se traduit au niveau physique? Il y a une strate de nous-mêmes où il y a le système des croyances. Et ce qui fait qu'on oublie ce qui est au-dessus du personnage, donc au-dessus des croyances, c'est parce que notre système de croyances, il est globalement épais et il est opaque. Alors pas complètement, parce que sinon on serait cuit, on serait foutu, mais c'est comme un filtre, comme si on avait une passoire sur la tête qui laisse passer certains rayons. C'est pour ça que j'ai fait une ligne un peu brisée là. L'acteur et le metteur en scène au-dessus envoient de l'énergie, qui est de l'amour, de la guidance, de la compréhension, et ça passe en partie là où nos croyances acceptent qu'on reçoive ça, là où on croit qu'on est digne d'amour, qu'on est digne de guidance. Et les parties noires, c'est toutes les parties où on se croit petit, faible, impuissant, indigne d'amour. Et c'est les endroits où, parce qu'on croit qu'on ne mérite pas l'amour, on s'empêche de recevoir l'amour. L'amour de nous-mêmes, hein, de nos parts supérieures. Donc tout le travail qu'on fait en psychothérapie, en coaching, en auto-coaching ou dans nos relations, dans notre vie en général, c'est un travail de changement du système de croyance pour faire en sorte qu'il soit le plus transparent possible à la lumière qui vient du dessus. Parce que c'est ça qui va reconnecter dans l'expérience le personnage à l'acteur et au metteur en scène qui sont au-dessus et qui va réintégrer finalement ce jeu spirituel, cette famille intérieure en 3 aspects et qui va nous permettre de vivre notre vie comme c'est prévu. Voilà, pour l'instant, on est en train de jouer le jeu, de reconstruire la base, vous voyez?
On n'est pas en train de vivre, on est en train de survivre. Vous voyez la différence? Une fois qu'on aura reconnecté le personnage à ce qui est au-dessus, on va pouvoir, ben, vivre des intentions, designer des choses, les vivre en expérience, heu et c'est ce que je vous invite, ce que je nous invite à faire de plus en plus et on va voir que ça va venir de plus en plus, ça. Il y a quelque chose dont j'ai pas parlé ici, c'est le fait que qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on est coupé? Donc concrètement, là, dans l'expérience humaine, quand on vit l'expérience d'être coupé de l'acteur et du metteur en scène, souvenons-nous que, je vais les prendre un par un, l'acteur, son rôle, c'est de contenir et de donner le but. OK? Il a ces 2 rôles-là et donc si on est coupé dans notre expérience, on n'est pas coupé en vrai, hein, parce que c'est pas possible, je le répète, mais dans l'expérience, on a perdu trace, on a oublié ça et ben, en conséquence, qu'est-ce qu'on vit? On vit un manque de contenance, on a l'impression d'être perdu, heu, comme un enfant qui n'a pas de parents, quoi. On n'est pas contenu dans un manteau d'amour, parce que ce manteau d'amour, c'est la part de nous qui s'appelle l'acteur, que j'appelle l'acteur. Parce que c'est ce rôle de contenant, c'est lui qui contient le personnage et toute l'histoire qui se déroule autour du personnage. Donc, plus on va se reconnecter à l'acteur, plus on va se sentir contenu. Et ça, c'est vraiment très agréable. C'est l'amour maternel inconditionnel. Et deuxième chose, l'acteur, il a pour rôle, donc, de garder en conscience le désir, le but final de pourquoi on fait tout ça. Et donc, deuxième symptôme de la perte de l'acteur, et bah, c'est qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas pourquoi la vie. On a l'impression qu'on va juste vers la mort et qu'entre les 2 on essaye de tirer un peu de plaisir, mais globalement, on ne sait pas vraiment pourquoi tout ça. Il y a quelques philosophes ou religieux qui se penchent sur la question et qui trouvent des choses. Mais globalement, dans l'humanité, on va dire, alors nous ici ce soir, peut-être qu'on se pose plus la question et c'est pour ça qu'on est là. Mais globalement, on ne sait pas pourquoi tout ça et c'est obscur et on dit souvent que c'est mystérieux et même il y a pas de réponse et puis c'est comme ça. En fait, si, il y a une réponse. Chacun a sa réponse individuelle de pourquoi il vit sa vie. Et puis il y a une réponse qui est pour tout le monde, qui est tout ce qu'on vit, on le vit pour faire l'expérience de ce qu'on est vraiment. Ça, c'est le but universel. La conscience fait l'expérience d'elle-même. Ensuite, le metteur en scène ici, lui, il a pour rôle de dessiner les chemins et de placer des signes, des indices, donc une guidance. Et donc si on est coupé du metteur en scène, on va d'une part perdre la conscience qu'il existe toujours plusieurs chemins, et on va perdre la guidance à chaque fois qu'on a un choix, on va pas savoir quoi choisir. Et donc on va se servir de la petite perception qu'on a en tant que personnage pour se dire: «Bon, ici, ça m'a l'air plutôt comme ça, ici ça m'a l'air plutôt comme ça», mais en général le personnage, il décide en fonction de ses expériences passées, qui se dit, «Bon ça ressemble à un truc que j'ai vécu et j'ai pas aimé donc je vais pas y aller. Ça ressemble à un truc que j'ai vécu et que j'ai aimé donc je vais y aller». Mais si ça se trouve, c'est plus du tout pertinent. Et c'est comme ça qu'on s'empêtre dans des choix, parce qu'on a perdu on la guidance de l'esprit en nous qui voit tout, qui connaît tous les chemins, en fait. Donc qui est capable de nous dire à chaque instant: «Va à gauche, va à droite, fais demi-tour». Voilà concrètement ce qu'il advient quand on perd le contact et ce qu'il adviendrait si on le retrouvait aussi. Et ça, c'est la suite, donc c'est pourquoi s'ouvrir aux jeux spirituels? Donc j'ai pas mal répondu, mais j'ai envie de synthétiser maintenant. À quoi ça sert de s'ouvrir à ça? Bah, j'ai distingué 3 grands bénéfices. Le premier, c'est l'autonomie, parce que tant que vous ne retrouvez pas en vous-même la conscience des parts de vous, hem, qui sont capables de vous guider, de vous offrir toutes les ressources dont vous avez besoin en tant que personnage, et ben, vous allez passer votre temps à aller quémander auprès des gens autour de vous, qui vous donnent ce dont vous manquez. Donc, si vous manquez d'amour, vous allez chercher de l'amour dans votre couple, chez vos amis, et cetera. Si vous manquez de clarté ou de lucidité, vous allez chercher des gens qui disent des vérités.
et puis vous allez vous accrocher à ça comme un dogme. Alors que si vous vous souvenez que vous contenez tout en vous-même, et c'est le cas, nous contenons tout en nous-mêmes. L'acteur, c'est la source de toutes les ressources. Le metteur en scène, il a toujours le bon conseil, il a toujours la bonne info, quand il faut, comme il faut. Ça nous rend autonomes. Ça ne veut pas dire qu'après on cesse d'être en relation avec les autres, mais c'est plus une relation de dépendance, c'est une relation de partage. Ça nous amène au deuxième point, c'est que la vie est fluide. La vie est une série de relations et de partages qui sont fluides. Il n'y a pas de choses qui se goupillent mal. Alors de temps en temps, vous allez trouver un obstacle, mais comme vous avez confiance qu'il n'est pas là pour rien, vous allez vous dire: «Ah, si je peux pas aller plus loin, c'est que mon metteur en scène, il me dit: "Va pas par là, c'est pas bon"». Donc ça m'invite à m'arrêter, à me demander: «OK, où est-ce que je vais à partir de là?» Et donc on vit plus l'expérience d'être bloqué, quoi. On rentre dans un flow, un état de flow. On fait conscience à chaque instant présent, parce que c'est dans l'instant présent qu'on reçoit la guidance, et la vie devient fluide. Et la magie, c'est que, on fait l'expérience de miracles. Alors, c'est pas vraiment des miracles parce que une fois qu'on comprend cette dynamique ternaire, on voit que tout est prévu comme ça, tout est orchestré, c'est voilà, si on regarde les choses qu'on appelle paranormales aujourd'hui, vous les regardez avec cette lumière-là, toutes les choses que la science n'applique pas, n'explique pas, bah, ça s'explique très bien avec, ce jeu spirituel. Et du coup, ça devient magique. Même si vous savez que c'est normal dans le fond, ce qui se déroule dans la vie quand on se remet en partenariat avec nos parts supérieures, c'est une expérience de magie, quoi. On a l'impression d'être des mages. Et je fais de plus en plus cette expérience-là, c'est succulent, quoi. Maintenant la question la plus pointue, on pourrait dire, c'est une fois qu'on a demandé pourquoi, si on avait besoin de se convaincre du pourquoi, c'est comment? Bon, comment on fait maintenant? Maintenant qu'on a envie d'y aller, comment on fait pour y aller? Alors une première chose, c'est et ça englobe un peu tout le reste, c'est arrêtons de la jouer solo depuis le personnage. Alors on n'est pas coupable de la jouer solo, hein, je dis pas ça dans un esprit qui accable, qui condamne. On fait ce qu'on peut avec le degré d'oubli qu'on a, mais maintenant que vous avez vu cette présentation, vous savez, peut-être que vous saviez avant déjà parce que vous avez vu d'autres personnes en parler, probablement d'ailleurs, mais vous savez d'autant plus. Donc, reste maintenant à faire confiance à ces idées-là, que c'est vrai tout ça, à commencer à tester le jeu spirituel pour voir où ça nous mène et globalement donc il s'agit d'arrêter de la jouer solo. C'est comme si, il y a papa et maman au-dessus, donc des parts supérieures de nous-mêmes qui sont adultes et qui savent quoi faire, qui nous indiquent les choses et nous en tant que personnages, c'est comme un enfant qui dit: «Bah non, moi je veux faire comme ci, moi je veux faire comme ça» et qui se cogne sur les murs et qui tombe par terre et qui pleure. Donc arrêtons de la jouer solo. Depuis le personnage où globalement on vit les choses là, hem, souvenons-nous de pourquoi est designé le personnage. Il est designé pour percevoir et pour agir, pas pour décider, OK? Pour décider, il s'en remet au metteur en scène. Pour se sentir aimé, il s'en remet à l'acteur. Trouver une ressource. Donc plus précisément, mais là il y aura une liste, très longue. Je pourrais écrire des pages et des pages de listes comme ça d'idées, de choses. Là, j'ai écrit un peu des choses générales et je ferai d'autres webinaires sur le sujet où on va rentrer plus dans le détail de comment s'ouvrir au jeu spirituel, comment favoriser cette réunion intérieure et notamment en faisant un lien avec la roue de la création. Heu, je vais probablement peut-être le prochain webinaire. Pour l'instant, quelques points pour repartir de là avec quelque chose de concret. Se souvenir de l'arrière-plan de l'histoire. Ça, c'est vraiment c'est l'essentiel, en fait. Plus vous dans votre quotidien, vous faites en sorte de vous souvenir que vous êtes pas juste un personnage et que le monde qui est autour de vous, c'est pas toute la réalité, mais qu'il y a un arrière-plan à partir duquel les choses sont dessinées, designées et ben, ça va favoriser cette réunion intérieure
Ensuite, une fois que vous vous souvenez que ça existe, communiquez intérieurement avec l'acteur et le metteur en scène, puisque ces aspects de nous sont distingués dans la conscience, et ben, on peut vivre le jeu d'une interaction interne. Donc en tant que personnage, je peux m'adresser à l'acteur en moi et dire: «Donne-moi cette ressource-là, j'en ai besoin maintenant. Donne-moi un sentiment de joie là, parce que je me sens vraiment en désespoir». Essayez vraiment ça, même je vais vous proposer de l'essayer maintenant. En tout cas, pour moi, ça donne un résultat immédiat et vraiment de qualité. Le metteur en scène, c'est plutôt de la guidance sur quoi faire. Et bien sûr, faites confiance à cette guidance, même si elle vous dit, de faire un truc qui vous paraît dangereux ou farfelu. Apprenez à faire confiance, peut-être apprenez aussi à distinguer les messages du metteur en scène des messages du personnage. Voilà, pour l'instant, on en est à travailler cette distinction. Donc entre la peur et l'intuition, hein, on pourrait dire. Un autre point très important, c'est suivre l'enthousiasme. Souvenez-vous que tout ça, ça sert à vivre et créer en expérience ce qu'on est vraiment. Et ce qu'on est vraiment, c'est très joyeux. Donc à chaque fois que vous avez l'enthousiasme de quelque chose, c'est juste un appel de l'acteur. C'est l'acteur qui vous dit: «Là, c'est là qu'on est là. C'est ça le but de l'histoire, donc vas-y». L'enthousiasme, c'est un principe directeur et jusque dans les actes, puisque le personnage, il a pour rôle d'agir. Donc faites ce que vous avez le plus envie de faire. Faites pas ce que vous avez envie de faire, mais qui est secondaire ou plus loin ou qui est pas prioritaire. Faites d'abord ce que vous avez le plus envie de faire, parce que c'est ça votre priorité. Soyez ce que vous avez le plus envie d'être et toujours sans insister sur les résultats, parce qu'insister sur comment les choses devraient arriver, et ben, c'est ne pas faire confiance au metteur en scène et donc ça coupe le personnage du metteur en scène. Donc laissez faire les résultats, mais mettez votre engagement, votre énergie dans l'action sur ce qui vous met en joie. Ça suffirait même, hein. Voilà, on fait que ça du matin au soir et la vie, devient une spirale ascendante et mais on a plein de peurs qui nous retiennent de faire ce qu'on a le plus envie de faire et c'est pour ça qu'on va faire de la thérapie. Utiliser son imagination. L'imagination, dites-vous que c'est un coup de téléphone au metteur en scène. L'imagination, c'est une ligne directe pour le metteur en scène. Donc quand vous êtes quelque part, vous êtes face à un problème, un obstacle ou un truc, vous vous demandez: «Tiens, j'imagine quelles sont mes options possibles et j'imagine parmi ces options quelle est celle qui me plaît le plus» et vous allez avoir des idées. Ces idées, elles viennent pas de nulle part, elles viennent du metteur en scène et enfin pour cette série-là, les synchronicités, c'est en fait, tout est synchronicité puisque tout est designé par le metteur en scène. Mais plus vous remarquez les synchronicités et plus votre metteur en scène peut jouer dessus, sur les synchronicités que vous avez tendance à remarquer pour vous en envoyer encore plus, pour vous inciter à lui faire confiance. Donc vous avez pu voir par exemple si à chaque fois que vous regardez l'heure, il est 10:10, 13:13 ou 17:17, donc c'est un truc un peu classique ça. Si vous remarquez mentalement que: «Ah tiens, c'est encore le cas», vous allez voir que ça va s'amplifier encore et encore et encore et ça va donner lieu à d'autres types de synchronicités, peut-être plus intéressantes. Donc ça aussi, c'est vraiment un truc à suivre. Voilà, dans la foulée, je présente mes 2 offres qui sont vraiment directement en lien avec ça et ensuite on va regarder vos questions. Ici à gauche, une communauté en ligne, donc c'est une sorte de petit réseau social privé dans lequel, eh ben, je partage largement ces ressources-là, notamment sur des mises en pratique. Donc pour ceux qui souhaitent s'engager dans ce jeu spirituel, bah, c'est un espace que j'ai créé et qui permet de le vivre ensemble. Parce que tout seul, c'est pas évident. C'est pas évident, surtout dans le monde d'oubli dans lequel on est.
C'est loin s'en faut. Donc ça vaut le coup vraiment de s'entourer, donc c'est une occasion que j'offre parmi ce qui existe. Pour ça, on utilise du coup le langage personnage, acteur, metteur en scène qui est le mien et donc il y a un essai gratuit d'1 semaine et sinon c'est 36 € par mois. Donc il y a un abonnement qui me permet aussi moi d'avoir un revenu régulier et de pouvoir continuer de produire ce genre de choses. Voilà et à droite, c'est quelque chose de plus ponctuel, qui est un coaching, mais quand même sur 3 mois, donc c'est un truc assez intensif, qui s'adresse à des personnes qui sont prêtes à passer un cap. Si vous sentez qu'il y a des trucs qui traînent dans votre vie depuis longtemps, vous voulez vraiment tourner une page, clore un chapitre et ben, c'est de la psychothérapie, mais avec vision spirituelle. Du coup, assez puissant, les résultats sont assez puissants. Et bah, du coup, ça, si c'est votre cas, ça peut vous correspondre. Il y a un suivi continu aussi si vous avez besoin de discuter avec moi entre les séances. Donc 6 séances sur 3 mois avec un suivi continu, des outils de précision que j'utilise en fonction des besoins. Douceur et soutien aussi parce que même si on est là pour se rappeler la vérité, hem, je vois souvent qu'on se rappelle la vérité de manière dure. On dit: «Mais là, tu fais n'importe quoi, tu as oublié, ton metteur en scène», par exemple. Compassion, soutien, douceur, parce que c'est pas facile ce qu'on vit. L'humanité est une masterclass, on est tous des maîtres en puissance, mais pour l'instant, on est en train de s'éveiller à ça et donc ça vaut de la patience et du soutien. Donc ça, c'est vraiment important dans mon approche aussi et si vous voulez tester une séance gratuite avec moi, il y a un petit test en ligne qui est disponible sur mon site web, donc unilance.fr. Vous pouvez tout retrouver ça sur ce site web et donc il y a un petit test qui dure 10-15 minutes, un profil énéagramme un peu particulier et ensuite on débriefe ensemble sur 45 minutes et ça, c'est gratuit, ça vous permet de sentir si vous avez envie de continuer avec moi ou juste pour voir. Voilà pour ces offres. Fin de la présentation. 21h14 et bah, c'est pas mal. Merci, d'avoir écouté. Je vous propose, peut-être pour moi d'abord, juste 15 secondes de silence pour, changer un peu de mode et pendant ce temps-là, je vous laisse sentir si vous avez des questions qui émergent. Oui, OK, je prends un petit temps comme ça régulièrement, ça me permet, justement de me reconnecter à mes parts supérieures et ça me réharmonise. Vas-y, je t'écoute. Ah, ouais, tu coupé ton micro. Alors, Boris, c'est toi tu voulais prendre la parole? Alors, faut juste réactiver ton micro. je voulais Voilà, revenir. OK. Ouais. Voilà. Tu m'entends là? C'est bon? Ouais, c'est bon, je t'entends. Oui. Vas-y. Je voulais revenir sur, j'ai noté quelque chose là. Par rapport à la perception de la réalité via le prisme des filtres d'attention, en fait, qui est en fait une susceptibilité subjective. En fait, c'est ce que j'avais vu aussi avec toi par rapport à l'énéagramme et à l'approche que tu en faisais. Et là, tu as parlé Mmh. effectivement du point de vue, en fait, hein, d'où je me place, en fait, par rapport au rôle que la personne, en fait, soit elle est l'acteur ou elle est dans son avatar via le personnage. Voilà, pardon. Donc, en fait, non, c'était pour Ouais. revenir effectivement sur ce fameux trio, en fait, hein,
acteurs, metteurs en scène et personnages, et par rapport à une perception et un certain point de vue, en fait. Hein. J'ai bien compris Ouais, ton approche de la. de- la spiritualité. tu m'entends? Oui. Non, en fait, Oui, pour c'est bon. vraiment Ouais. synthétiser, c'était par rapport au fait. Oui, c'est par rapport au fait que l'acteur, en fait, des fois, il surjoue son rôle et des fois, il prend en charge le rôle et il décide de l'incarner et de le jouer vraiment, plutôt que de faire un effet de manche ou voilà. Donc, c'était par rapport à ça aussi, par rapport à certains points de vue. Je sais pas si je suis Hmm. hors sujet ou si je suis un peu. Je sais pas. Alors, je crois pas que l'acteur surjoue son rôle parce que l'acteur, il joue les choses exactement comme il désire les jouer. Il n'y a pas de résistance au niveau de l'acteur, donc il n'y a rien qui est forcé. Par contre, le personnage, oui. En particulier, si le personnage oublie qu'il n'est qu'un personnage, c'est-à-dire si l'acteur qui se vit depuis le personnage oublie qu'il n'est pas qu'un personnage, et ben là, il peut tomber dans la peur et du coup, là, il peut euh, se construire des stratégies relationnelles pour faire en sorte de soulager un peu son existence. Parce qu'en fait, il manque de ses ressources internes fondamentales, quoi. Alors, il en manque pas vraiment, mais il croit, et donc il le vit en expérience. Est-ce que c'est Oui, parce qu'en de fait, toutes les... dans une histoire, il y a, oui, c'est par rapport au fameux haut degré d'oubli, là, c'est un peu, oui, c'est intéressant, là, mais c'est vrai que c'est nouveau pour moi, là, effectivement, de prendre en Hmm, considération le haut degré d'oubli ok. dans une histoire par rapport aux méchants, par exemple. Et ouais, ouais. Donc ça peut, enfin, dans les prochains jours, vous allez voir votre esprit, là, ça va infuser un peu ce que je vous ai dit. Vous allez pouvoir y repenser un peu et voir comment ça vous parle. Est-ce qu'il y a des expériences de votre vie où vous allez vous dire, ah bah tiens, ça me rappelle ce qu'il a dit. Ça confirme ou au contraire, ça ne confirme pas. Et petit à petit, vous allez voir ce que vous en pensez, quoi. Mais voilà. Ok, merci. Ouais, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, Julien? Oui, je me demande, en fait, tu parles beaucoup des humains, mais comment est-ce que tu fais rentrer dans ton système les animaux, les plantes et même, j'oserais dire, les minéraux et les choses considérées comme non Les vivantes? cailloux. Oui. Alors, c'est une bonne question et je me suis dit peut-être que quelqu'un va poser ça et je vais pas forcément aller loin là-dedans aussi parce que ça peut faire beaucoup de polémiques. Mais de mon point de vue, de ce que je découvre et de ce qui pour moi est cohérent du coup à la métaphysique, c'est que il n'y a rien qui puisse exister sans qu'il y ait une conscience dedans. Alors, quand je dis dedans, tu vois, c'est chaque objet qu'on peut distinguer, ça a été c'est comment dire, c'est une partie de la conscience globale qui a été circonscrite par un metteur en scène, et donc à l'intérieur, il y a un bout de conscience. Donc même dans un caillou, il y a un bout de conscience, mais façon caillou, quoi. Donc peut-être qu'on se représente pas bien ce que ça veut dire. C'est pas une conscience comme la nôtre, comme on s'en sert nous. Mais pour moi, il y a ce jeu ternaire aussi pour les cailloux, pour les animaux, pour les plantes. Et pour tout autre type d'être imaginable. Et du coup, quand tu dis que l'humanité et je sais plus c'était quoi le terme que tu employais, mais une Une expérience, masterclass, une masterclass, du coup, c'est l'humanité, un escape l'espèce game. ou c'est la Terre? Euh, pour moi, c'est lié puisque l'humanité, elle est liée à la Terre. La Terre, c'est le contexte, c'est le décor de l'humanité. La Terre étant en soi un être qui a son propre acteur, son propre personnage et son propre metteur en scène. Mais bien sûr, tous nos metteurs en scène. Alors, je parlerai plus tard des interactions et des relations du coup entre les individus, parce que sinon ça va devenir complexe. Mais pour répondre seulement à ta question, je parle de l'humanité sur Terre, quoi. Pour l'instant, c'est lié, quoi. Merci pour ta question. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, 21h21. Oui, j'avais une question.
Ouais. Là, c'est plus d'ordre sémantique parce que oui, en fait, j'essaie de mettre en relation avec moi le vocabulaire que j'utilise. Quand tu parles de metteur en scène, est-ce que c'est ce qu'on a, est-ce que c'est ce qu'on peut appeler Dieu, l'univers, la vie, qui comme mettrait comme des gens sur notre chemin et des situations et des cas? Bonne question, merci. Alors, quand on dit Dieu, l'univers, la vie, pour moi, ça ne distingue pas acteur ou metteur en scène. Ça parle de la réalité supérieure, donc celle qui est au-delà de l'histoire ou en arrière-plan de l'histoire. Mais on ne distingue pas quand on dit ça, euh, acteur ou metteur en scène. Et souvent, il n'y a pas besoin, d'ailleurs, on peut s'adresser juste à nos parts supérieures. Donc, on pourrait dire que l'acteur, c'est Dieu féminin, et le metteur en scène, c'est Dieu masculin. Ok? Il y a la mère céleste et le père céleste. On va utiliser d'autres mots. Donc la mère céleste, c'est l'amour inconditionnel, le désir fondamental, et le père céleste, c'est la guidance. Euh, Ensuite, pour ce qui est de la question de est-ce que mon acteur et mon metteur en scène, c'est Dieu? Euh, Ça, c'est une question un peu complexe, mais on peut répondre oui et non en même temps, dans le sens où mon acteur, c'est la partie de la conscience globale, donc de la conscience divine, qui a choisi de se vivre en tant que Étienne, en tant que ce personnage-là. Donc mon acteur, c'est la partie du tout qui est connectée à ce personnage à chaque instant. Et donc, c'est en quelque sorte mon Dieu personnel. C'est Dieu en moi. Ok? Mais cet acteur-là, en moi, et mon acteur et mon metteur en scène sont consciemment connectés à tous les acteurs et tous les metteurs en scène et à l'acteur et au metteur en scène global qui contient tout. Et du coup, il y a les mêmes ressources et les mêmes caractéristiques que Dieu, la vie ou l'univers. Quand tu t'adresses à ton acteur, tu t'adresses à la vie en toi. Ça contient la même puissance. Ça va comme réponse? Euh, disons que il y a une partie où ça reste comme encore flou et en même temps, ça me contente quand même. Ouais. Peut-être juste ça, tu vois. Le blanc qui est là, Mhm. c'est ton acteur à toi. Le blanc qui est là, c'est l'acteur de quelqu'un d'autre. Tu vois? Mais si j'enlève l'illusion, c'est le même acteur. C'est du blanc. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Mais du fait qu'on est plongé dans une expérience, eh ben, il y a une partie du blanc qui est circonscrite par les limites du personnage et qui forme un acteur particulier. Mais ça reste du blanc qui a les mêmes caractéristiques et la même puissance que le blanc tout entier, quoi. Mhm. C'est peut-être plus simple comme ça. Mais en fait, peut-être juste préciser, c'est juste le côté metteur en scène esprit que j'ai moins, un peu plus de mal à intégrer dans mon expérience aujourd'hui. Parce que si je conçois, j'arrive à concevoir la question de l'âme parce que j'ai déjà comme eu l'expérience de certains moments où je sentais qu'il y avait quelque chose qui venait vraiment de mon âme. Mhm. Et puis j'ai déjà eu des expériences d'unité, de sentir vraiment que comme il y a vraiment la personne en face de moi, c'est juste moi, et puis je le sens, je le perçois. Ouais, Donc ça que je mettrais comme au-dessus de l'âme, mais toi, ce que tu me proposes, c'est pas au-dessus de l'âme, c'est genre, c'est un acteur et metteur en scène. Donc cette partie-là, je l'intègre encore un peu, encore pas ouais, vraiment dans ma ok. cosmologie. Bah, pour moi, tu as parlé de l'acteur surtout. Le metteur en scène, c'est la partie maître du jeu. Mhm. Quand tu touches à un état de grâce, un état où tu sens que la personne en face de toi, c'est juste un autre reflet de toi-même, ça, c'est l'acteur qui dit je suis tout ce qui est, quoi. Je suis tout ce qui est, c'est l'acteur.
Le metteur en scène, c'est celui qui va dessiner des chemins à partir de là, qui va dire il vaut mieux aller à gauche qu'à droite. L'acteur, il dit juste va à gauche ou va à droite, on est dans le même amour, tu vois, c'est inconditionnel. Le metteur en scène, il va dire ok, mais par rapport à ce qu'on veut vivre, il vaut mieux aller là. Tu vois, il est dans le précis, il est dans le discernement, le metteur en scène. Donc, est-ce que, au fond, je pense, du coup, dans les endroits de mon expérience où je suis face à la question du choix et quand quand je me positionne à un endroit et que je fais un choix, ce serait plus la part metteur en scène, au fond. Exactement. Ok. Le mot choix est très bien choisi. J'ai envie de rebondir là-dessus. Ouais, vas-y, Julien. Ouais. Moi, ça m'évoque, j'ai l'impression qu'il y a certains milieux spirituels comme ça, où en fait, quand j'écoute un peu ce que les gens disent, ou même quand je me connecte un peu, enfin, je ne suis pas forcément dedans, mais quand je me connecte un peu à ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont l'air de raconter comme expérience, j'ai l'impression que c'est des gens qui ont une conscientisation de l'acteur qui est déjà relativement avancée. Ça, je pense que c'est authentique. Mm. Mais par contre, dans leurs actes réels, dans leur dynamique entre eux et tout, il y a des choses qui paraissent très terre à terre et pas très reluisantes, quoi. Et on se demande qu'est-ce qu'ils font avec cette conscience, et peut-être que c'est la connexion metteur en scène, du coup, qui est pas trop activée, quoi. Alors merci, ça c'est vraiment intéressant. Déjà, il y a une chose, c'est que il suffit pas de savoir ça, il suffit pas de le savoir en surface. C'est-à-dire C'est ce que j'appelle les là on l'a perchés. partagé. Voilà, où on dit bon, l'arrière-plan, Dieu, l'univers, ceci, cela, et puis au quotidien, on va râler sur tout le monde, et puis on va s'inquiéter beaucoup, etc. Le but, c'est de vivre notre vie avec la conscience de ça. Donc c'est à mettre en pratique. C'est au moment où on est au milieu du conflit, où on vient de se faire virer, où la maison brûle, je prends des gros exemples, c'est là qu'il faut s'en souvenir. Au moment où on prend une porte dans la figure, là je me souviens, ok, je suis pas juste un petit personnage isolé, rien n'arrive par hasard. Et effectivement, le metteur en scène fait un lien entre l'acteur et le personnage. Il y a une tendance, en fait, on est tellement, comme je disais, l'humanité, il y a un haut degré d'oubli, donc on est très enfoncé dans le personnage qui devient une prison, du coup, c'est l'ego, hein. Et du coup, il y a un mouvement opposé qui consiste à rejeter le personnage et à dire maintenant, il n'y a plus que l'acteur, et j'ai plus d'ego. Et en fait, pour moi, c'est pas mieux, parce que quand vous dites j'ai plus d'ego, déjà, c'est pas vrai. Sinon, vous ne seriez pas en train de parler à partir d'un corps. Donc, au mieux, votre système de croyance est transparent à ce qui est au-dessus. Mais c'est quand même un système de croyance avec un système de définition dans lesquels les lignes de votre corps sont définies. Vous avez certains schémas de personnalité. Donc, l'ego est toujours là. Il s'agit juste de rétablir la dynamique. Et effectivement, le metteur en scène, c'est le lien entre les deux. On peut voir comment chacun des trois éléments fait le lien entre les deux autres, mais peut-être que c'est particulièrement vrai pour le metteur en scène. Oui, Julien. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'expérience concrète, parce que moi j'ai l'impression que justement tu vas avoir des gens comme ça où en fait ils vont faire plein de retraites, prendre des psychédéliques, faire de la méditation et tout, et probablement qu'en fait dans des moments comme ça où ils sont au calme, où ils sont loin des soucis du quotidien, où ils sont dans un endroit sympa et tout, là ils vivent des trucs qui sont super, et puis quand ils reviennent dans le quotidien, il y a un peu l'ego du personnage qui dit j'ai vécu ça donc ça fait partie de moi. Mais après, il y a des bugs par rapport au fait de l'incarner vraiment, et après des rationalisations Voilà. On appelle ça l'ego spirituel. Donc c'est une phase qui, d'après moi, est inévitable. C'est quand on commence à se reconnecter, à vivre des expériences ponctuelles de reconnexion à nos parts supérieures, et qu'on revient dans le personnage, donc on revient dans la séparation d'avec ce qui est au-dessus, et notamment dans les interactions sociales, les conditionnements du personnage reviennent tout de suite. Comme tu dis, c'est quand on est en solitude, c'est plus facile de se connecter à des états de grâce comme ça. Mais c'est quand on est au quotidien en train de parler à quelqu'un que là, il y a tous nos schémas qui reviennent. Et il est facile à ce moment-là que notre personnage récupère l'expérience qui a été vécue pour se gonfler lui-même. Donc sur la base d'une peur de ne pas être assez. Donc sur la base
d'une séparation. Et du coup, on utilise l'expérience de reconnexion pour se séparer encore plus. Mais ça, j'ai l'impression qu'on passe tous par là, donc c'est pas condamné non plus. Il faut juste être le plus lucide possible. À chaque fois que je me vois, essayer de tirer une supériorité du fait que je vis des états de reconnexion avec mon âme et mon esprit, je m'en sers pour dire que je suis mieux que les autres. Bah, si je m'en sers pour ça, c'est que je me suis coupé de mes parts supérieures. Faut juste être au clair avec ça, et petit à petit, on arrête de le faire. Je précise, j'ai tendance à parler souvent un peu de ces choses-là, un peu des pièges et tout, ce qui peut Mmh. donner un aspect un peu pessimiste et puis peut-être critique et tout. Et c'est parce que moi, je me sens plus porté, mais bon, je pense que, enfin, parce que moi-même, de mon côté, je veux parler aussi de thématiques qui sont assez proches, parce que finalement, il y a beaucoup de trucs que tu dis où, au fond, notre point de vue n'est pas si éloigné. Il y a des choses que j'avais déjà plus ou moins déduit moi-même, même si je vais peut-être pas forcément aussi loin, mais enfin, même D'ailleurs, pour la, c'est une même pour la conscience, triadialectique. même Ouais. pour la conscience des cailloux, figure-toi, c'est déjà une idée Ah, que j'ai depuis un moment. Euh, et c'est vrai que moi, je suis beaucoup en réflexion sur, bon, ok, on commence à conscientiser il y a l'acteur et le metteur en scène, d'accord. Ok, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour pas se retrouver avec plein de gens, en fait, qui, depuis le personnage, se prennent pour l'acteur et le metteur en scène, et en fait, en gros, depuis le personnage découpé, pense qu'ils sont la feuille, quoi. Et moi, je suis beaucoup en réflexion là-dessus, et je suis un peu en train d'essayer d'identifier tous les pièges, toutes les racines qui dépassent sur le chemin et toutes les trappes pour un peu dégager le passage, quoi. mais voilà, en fait, tu es en train de nous dire que ton désir d'acteur en lien avec ton metteur en scène, donc ta vocation, hein, autrement dit, c'est de venir éclairer le monde sur cet aspect-là de l'ego spirituel. Moi, c'est comme ça que je le dirais. Donc, merci à toi d'exister pour jouer ce rôle-là. Et du coup, ma réponse à ta question, c'est précisément ce que tu fais. Et comment on fait pour éviter que les gens rentrent là-dedans? Déjà, on ne pourra pas éviter que les gens rentrent là-dedans. On peut faire en sorte qu'ils y restent pas trop longtemps. Et comment on fait ça? En éclairant, en disant, voilà quels sont les pièges. Plus on voit les pièges et moins on tombe dedans. Donc à chaque fois, mais si possible avec amour et avec douceur, parce que ceux qui tombent dans les pièges, ils le font pas consciemment, donc, et ils en souffrent eux-mêmes. Donc compassion pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Et ensuite, lucidité. Regarde dans quel piège tu es en train de tomber. Tu crois que tu es supérieur, et de ce fait, tu es en train de retomber, en fait. Tu es en train de retomber dans ton personnage. De toute façon, la compassion, elle vient aussi du fait que, de prendre conscience qu'on est déjà tombé dedans nous-mêmes et que ça nous arrivera très certainement encore, quoi. Voilà. Et alors, donc ça, c'est une manière de trouver la compassion. Et puis, il y a une manière plus large, c'est de dire, le gars en face de moi qui est dans son ego spirituel, s'il est dans mon expérience, c'est parce que mon metteur en scène lui a demandé d'être là. Et il lui a demandé d'être là de cette manière-là, parce que moi, j'ai besoin pour mon expérience qu'il soit là de cette manière-là. Donc, si à chaque fois qu'on juge quoi que ce soit dans notre réalité, on se juge soi-même, puisque c'est nous qui avons placé tout ce qu'il y a dans notre réalité, on l'a placé là. Donc juger la création, c'est juger le créateur, et ça sépare le personnage, ça renie en fait les parts de nous qui ont tout choisi. Donc la compassion, c'est la seule attitude vraiment intelligente au niveau spirituel. Mais bien sûr, on est enfoncé dans un haut degré d'oubli, et donc on est encore souvent dans d'autres choses que la compassion, et compassion pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, Boris, tu veux... Oui, donc maintenant qu'on a défini le rôle, enfin l'acteur, le metteur en scène et le personnage, hein, qui est son propre avatar, enfin qui est l'avatar de l'acteur via Ouais. la guidance du metteur en scène, donc comment le metteur en scène va diriger tout ça. Est-ce que tu peux revenir sur Ouais. l'approche que tu as eue par rapport à la conscience qui est délimitée par le contour du personnage? Parce que là, on est revenu sur l'ego. Alors évidemment, c'est l'ego de l'acteur ou l'ego du personnage ou son propre ego à soi. Oui, alors, je pense que j'ai bien Ah, compris. ouais.
Oui, quand tu Alors dis vraiment que la personnage, conscience est ego, délimitée c'est par la le même contour chose. du personnage. Oui, en fait, le contour du personnage, c'est le personnage. C'est-à-dire le personnage, il est défini par un contour, par une limite. Le personnage, c'est ce qui limite l'acteur dans un espace. Donc le contour, d'ailleurs, dans corps, âme, esprit, le personnage, c'est corps. Mon corps, c'est mon contour. Où est-ce que je m'arrête? Je m'arrête à ma peau, là. En vrai, je m'arrête pas là, mais c'est ce qui représente ma limite. C'est la limite de mon personnage. Donc, le personnage, c'est une limite. Et l'ego, c'est le personnage. C'est la même chose, hein. Ego, c'est le petit moi. Le personnage, c'est le petit moi aussi. C'est l'avatar. Peut-être que c'est plus clair. Donc, le contour du personnage, c'est un pléonasme, je crois. Ok, on va s'approcher de la fin. J'ai envie de vous présenter juste ça. Alors, il y a beaucoup de ressources qui sont vraiment intéressantes pour s'éveiller à ce qui est au-delà. Ça, c'est un des bouquins que je trouve le plus équilibré. Je vous parlais de à la fois guider la conscience à se réveiller depuis son état personnage, et en même temps de comment souvent on le fait avec dureté, comme si on cherche à se réveiller à coups de baffe, quoi. Bah, dans ce bouquin-là, il y a pas de compromis sur la vérité, et en même temps, il y a beaucoup de douceur. Donc je le recommande particulièrement. C'est Laurent Lévy qui l'a Les enseignements de l'esprit, vous allez trouver, et il y a des vidéos YouTube de lui là-dessus. Et puis un autre qui est un classique, c'est Conversation avec Dieu, où là vous avez ici, il parle pas forcément de la dynamique ternaire, il parle du réveil à ce qu'on est vraiment, mais c'est tout à fait cohérent. Dans Conversation avec Dieu, il parle aussi de la dynamique ternaire. C'est vraiment très intéressant comme bouquin. Comme entrée en matière, c'est vraiment très bien aussi. Voilà, allez, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci pour votre participation, merci pour votre présence, merci pour vos questions. Merci d'exister aussi, j'ai envie de dire ça. Pour les partages que ça nous donne l'occasion de vivre. Et puis je me réjouis de la suite. Si jamais il y a une question qui vous vient comme ça, n'hésitez pas à m'écrire un mail ou à écrire un commentaire donc je publie sur les réseaux sociaux sur ces sujets-là. N'hésitez pas à poser des questions, écrire vos expériences ou quoi. Rejoignez la communauté en ligne si ça vous intéresse aussi. Et si vous êtes mûr pour un coaching, et ben voilà, la porte est ouverte également. En attendant, bonne soirée et peut-être dans 2 semaines, je regarde. Voilà, il est très probable que dans 2 semaines, je fasse un webinaire sur le lien entre le jeu spirituel et la roue de la création. Comment utiliser la roue de la création comme outil pour mieux s'ouvrir au jeu spirituel et mieux l'installer concrètement dans notre vie. C'est vraiment un outil qui est fait pour ça. Donc c'est très probable, vous pouvez réserver la date jeudi dans 2 semaines à 20h. Vous allez voir passer des messages sur les réseaux sociaux là-dessus. Si jamais j'ai changé d'avis, bah, du coup, vous allez l'entendre. Mais en principe, je le sens bien comme ça. Je sens bien l'enthousiasme se pointer dans cette direction. Bonne soirée, à bientôt. Bonne Salut tout le monde. soirée, bonne soirée. Merci. Pareil, merci. Merci Catherine. Ouais, merci. Merci.